OK. Alors, bonjour, bonsoir. Donc, pour le webinaire du 30 juin 2020, avec des petits soucis au départ, mais bon, on va y arriver. Donc, s'il y a des questions d'interrogation, bien évidemment, vous pourrez me le faire savoir dans le chat pendant que je parlais. J'ai des questions, moi, qui m'ont été posées. J'ai des réflexions également. J'avais envie de vous parler suite à la dernière conférence. Il y a des gens qui ont eu des réactions par rapport à cette conférence-là parce qu'on parlait des forces du mal. Non, je ne dis pas les forces du mal, mais on parlait des forces de l'ombre, en fin de compte. Puis qu'est-ce que c'est que les forces de l'ombre? J'en avais parlé un petit peu lors de la conférence. Hein. Pour moi, c'est l'ego. Quand un être humain est tourné sur lui-même, il est donc identifié à son ego. Et lorsqu'il est identifié à son ego, bien, inévitablement, il n'est plus ouvert à l'intelligence universelle. Et ce que j'avais dit, c'est que l'être humain, depuis le début des temps, ben, quelque part, il a produit à son insu des mémoires qui se déposent, pourrait-on dire, dans un genre d'univers parallèle au nôtre. Et ces mémoires-là, quelque part, viennent encourager l'être humain à nourrir finalement son ego et à le garder dans une relation fermée face à l'univers. Et c'est ça que j'avais pour moi qui sont les forces de l'ombre. Et puis, il y avait donc une personne qui me disait qu'il ne fallait surtout pas parler des forces de l'ombre, c'était pas bien, il fallait parler des forces de la lumière, c'est ce qu'elle faisait elle-même, etc. Et puis moi, pour moi, c'est les forces de l'ombre, les forces de la lumière, quelque part, font partie d'un même univers. Hein. C'est-à-dire que pour moi, un être humain, quelque part, qui veut cheminer dans sa vie, ben, il doit quelque part regarder son ombre un jour ou l'autre. Je pense que ça fait référence aussi au bas astral et au haut astral. Hein. Beaucoup de gens croyaient qu'il ne faut surtout pas aller dans le bas astral, c'est dangereux, il y a plein de choses négatives, etc. Ce que vous devez vous rappeler, on est tous dans le bas astral, dans le sens qu'on a tous un univers qui appartient au bas astral, dans le sens qu'il appartient à des vibrations dans lesquelles notre ego prend de l'importance, puis dans lesquelles on est complètement renfrogné dans des peurs, dans des émotions de toutes sortes, qui nous éloignent justement de l'alignement de l'être que nous sommes. Donc, à partir du moment qu'on nie à quelque part ces forces de l'ombre-là, mais c'est un peu comme si on voulait se convaincre qu'on était tout le temps dans la lumière. Mais pour être vraiment dans la lumière, il faut être capable d'aller pointer notre nez dans l'ombre pour aller finalement faire du ménage dedans. Il faut être capable justement d'être véritablement dans la lumière. Parce que la lumière n'est pas une dualité. On n'est pas dans l'ombre ou la lumière. On est quelque part libéré, je dirais, du bas et du haut astral. C'est-à-dire qu'on est libéré de la mémoire. La mémoire, finalement, se retrouve dans ces univers-là. Et ces mémoires-là, quelque part, vont nous garder dans la dualité du bien et du mal. Si je m'en sors, bien, je me retrouve dans une position d'alignement où je suis en accord avec moi-même. Je ne suis plus en train de me positionner dans une dualité. Puis, il y a une autre question qui m'a été posée concernant cette conférence-là, c'est quelqu'un qui me faisait part des forces sataniques. Elle me disait, oui, mais comment tu vois ça, toi, quelque part? Les forces sataniques, c'est des énergies, justement, qui utilisent les enfants, en quelque part, pour se nourrir de leurs énergies, etc., etc., etc. Puis bon, cette personne me racontait ça. Mais puis finalement, qu'est-ce que je me rendais compte de cette réflexion-là? C'est qu'il faut différencier, pour moi, en tous les cas, quand on parle d'intuition, il faut vraiment différencier l'intuition avec rumeurs, hypothèses, qui sont à vérifier. Par exemple, moi, je peux très bien dire les forces sataniques existent. Je peux très bien dire ça. Maintenant, sur quoi je me base pour dire ça? Je peux me dire, ben, c'est parce que j'ai été dans le monde intuitif et j'ai été vérifié quelque part que les forces sataniques existaient et qu'elles ont une certaine énergie, etc. Et là, on parle d'un univers subtil. Dans cet univers subtil, évidemment, l'être humain que nous sommes avons construit les forces sataniques. Dans le sens qu'on a construit quelque part une relation avec le mal et le bien qui fait qu'il y a un bon Dieu, des anges, et des méchants qui sont les démons. On pourrait voir ça comme ça. Et que nous, en partie, on a construit cet univers-là par notre propre regard, finalement, duel qu'on a envers le bien et le mal. Et que quand on dit, par exemple, que les forces sataniques se nourrissent d'enfants, par exemple, pour se nourrir, puis finalement, alors là, on aborde un sujet, parce que là cette personne-là, elle parlait du monde de la réalité terrestre. Je sais qu'il existe des gens qui disent des choses comme ça dans le monde terrestre, qu'il y a tout un complot autour de pédophilie, etc., avec les forces sataniques. Je sais qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui est dit. Puis, ce que j'avais envie de dire là-dedans, c'est que oui, bien sûr, c'est une hypothèse qui peut effectivement avoir du sens. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut aller au-delà de l'hypothèse. Et puis, pour moi, quand je parle d'intuition et que j'aime bien différencier la démarche intuitive avec une démarche où on commence à émettre des hypothèses dans le monde réel. Actuellement, avec la coronavirus, on a beaucoup tombé là-dedans, je pense. On est tombé dans des
on est arrivé avec des affirmations autour d'hypothèses. Alors, il y a des hypothèses, évidemment, qui ont beaucoup de probabilité d'être vraies, parce que justement, quand on commence à regarder, à vérifier, on commence à trouver beaucoup d'éléments qui nous font comprendre quelque part qu'il y a effectivement de fortes probabilités que ce qu'on émet comme hypothèse est juste. Mais c'est certain que cette démarche-là, quelque part, est une démarche qui est plus une démarche presque journalistique, hein, où on regarde les faits, on regarde la réalité terrestre et on arrive donc à avancer pour arriver à une forme de vérité. Moi, ce qui m'avait intéressé lors de la dernière conférence, c'était à quelque part de comprendre que ce qu'on voit dans la matière est animé, est nourri à quelque part par quelque chose de plus subtil, et que cet univers plus subtil-là, quand on commence à aborder ce sujet-là, on commence à comprendre à quelque part c'est qu'est-ce qui est à l'origine de tout ce processus-là. Par exemple, si on pense à l'idée de Bill Gates et l'hypothèse que Bill Gates voudrait quelque part exterminer le monde, etc., en tout cas une certaine quantité de personnes par les vaccins, et tout ce que vous voulez, bon, ce sont des hypothèses. Maintenant, ces hypothèses-là, effectivement, elles peuvent être justes, mais puis il faut comprendre quelque part, mais pourquoi une personne comme lui, par exemple, aurait cette envie-là? Alors, c'est là que ça devient intéressant de commencer à aborder le sujet, au lieu simplement de poser un regard sur quelqu'un en disant « c'est Bill Gates qui veut faire ça, donc c'est un méchant », de commencer à regarder qu'est-ce qui trame, qu'est-ce qui est la trame qui permet d'arriver à conclure une chose pareille. La trame, c'est quoi? C'est qu'il y a du pouvoir, premièrement, hein, c'est un homme de pouvoir. C'est un homme, à quelque part, dans lequel il a su mettre de l'argent dans des organisations de pouvoir aussi. Et puis, évidemment, tout ça, finalement, nous met en contact aussi avec c'est quoi la matrice qui permet d'arriver à conclure des choses pareilles. C'est qu'à quelque part, il y a donc des forces de l'ombre. Les forces de l'ombre, pour moi, c'est de la mémoire. Hein, c'est rien d'autre que ça. C'est de la mémoire, mais de la mémoire humaine qui vient quelque part nourrir ces êtres-là qui ont effectivement peut-être des bonnes intentions au départ, mais qui sont nourris par l'ego et nourris par des volontés de pouvoir, justement, associées à cet ego-là. Alors, je pense que quand on commence à comprendre tout ça, on comprend quelque part que toutes ces hypothèses qu'on peut émettre sur la planète Terre, elles sont, à quelque part, donc, nourries souvent par cette espèce d'impression qu'on peut avoir d'être manipulé par ces forces subtiles-là. Puis on a totalement raison, en quelque sorte. Ces forces subtiles-là sont les forces de l'ombre, les mémoires qui vont résonner avec des êtres humains. Et parce qu'elles résonnent avec des êtres humains, les êtres humains vont se retrouver effectivement influencés par ces mémoires-là. Et c'est comme ça, quelque part, que les mémoires peuvent demeurer vivantes et avoir un impact sur l'être humain. Mais quelles sont ces mémoires-là? C'est de l'énergie que l'être humain a construite. OK? Donc, c'est pas... Et dans ce sens-là, plus on reflète ces énergies-là, et plus on les investit en les pointant du doigt, en disant qu'elles sont méchantes, en disant qu'elles sont négatives, on leur donne encore plus de puissance, plus de force. Et c'est pour ça que la position de verticalité est importante, parce que la position de verticalité, c'est se retirer de la dualité et se retirer du bien et du mal pour retrouver quelque part la verticalité qui nous met dans une position d'unicité en fin de compte. C'est pour ça que c'est si important justement de faire une réflexion là-dessus, plutôt que de se laisser prendre par toujours cette espèce de dualité qui existe dans le monde terrestre, dans lequel il y a toujours quelqu'un qui dit quelque chose, quelqu'un qui dit l'inverse, puis à un moment donné, on ne sait plus exactement qu'est-ce qu'il y en est, mais il faut comprendre justement que les forces de l'ombre sont animées par ce principe-là justement de la dualité qui existe depuis le début des temps. La dualité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des énergies justement qui nous amènent à aller ce qu'on pourrait appeler les bons et les méchants. Mais les bons et les méchants, c'est selon la position que nous-mêmes on prend qui va déterminer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est méchant. Puis ça peut changer selon la position que l'on prend. Là. Donc, vous voyez, il y a quelque chose là-dedans il y a une forme de subjectivité constante et continuelle là-dedans qui nous amène à nous dire, oui, mais les Russes sont plus méchants que les Américains parce qu'ils font des choses que les Américains ne font pas, ou les Chinois font des choses qui sont dégueulasses parce qu'ils ont un système politique qui est dégueulasse, etc. Alors, vous voyez, on tombe à quelque part à ce moment-là dans une espèce de point de vue, je dirais. Les Chinois, c'est pas vrai qu'ils sont dégueulasses. Les Chinois sont des êtres humains comme les Américains, comme les Canadiens, comme tous les êtres humains. Maintenant, à quelque part, le système que les Chinois prennent, bon, c'est un système à quelque part qui peut être plus discutable par rapport à l'autonomie humaine. Sauf que si on va voir en Chine, il y a des Chinois qui vont nous dire, moi, je suis pleinement heureux d'être en Chine. OK? Donc, il y a quelque part là-dedans, toujours cette espèce de position, justement, faut comprendre quelque part que tout est pouvoir. Et que le pouvoir, quelque part, quand on se laisse prendre par l'idée, quelque part, qu'on s'identifie, par exemple, aux États-Unis, en disant, OK, c'est eux qui sont les gentils, quelque part, automatiquement, on prend position par rapport au pouvoir qu'eux manifestent. Et ce pouvoir-là, il est tout aussi
discutable, en quelque part, que d'autres pays qui pourraient justement utiliser le pouvoir à leur fin, mais c'est tout aussi discutable. Donc, vous voyez, c'est pour ça que cette notion, justement, de retrouver la position de verticalité nous rappelle à quelque part que si je reviens avec le questionnement de cette dame-là qui parlait des forces sataniques et tout ça, qu'elle questionnait en quelque sorte par rapport à toute sa démarche, hein, elle me disait, bon, ben quelque part, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, quelque part, hein, on ne peut pas... c'est une réalité, on ne peut pas juste dire quelque part c'est dans le monde invisible. Oui, mais quelque part, c'est une hypothèse qu'on émet en disant ça. Ce n'est pas quelque chose qui est vérifiable d'une façon objective, tout ça. Donc, j'avais envie de rappeler ça parce qu'il y a eu quand même plusieurs commentaires là-dessus, puis j'aime bien quelque part rappeler que finalement, les forces de l'ombre, c'est à quelque part la souffrance. Il y a plein de gens qui meurent de faim, il y a plein de situations, il y en a plein de situations qu'on pourrait nommer, qu'on pourrait identifier comme étant des événements inadmissibles. Donc, cette hypothèse-là des forces sataniques avec toutes ces histoires avec les enfants, c'est une hypothèse qui peut avoir une certaine réalité, mais il y a plein d'autres atrocités dans le monde. Il y a plein d'autres atrocités dans le monde. Donc, il faut se rappeler quelque part que si on veut mettre le doigt sur quelque chose, ben, on néglige finalement tout le reste. Puis il faut avoir une vision certainement plus globale que simplement se concentrer sur des choses, puis s'isoler, puis se renfermer à quelque part dans l'idée que, par exemple, les forces sataniques font quelque chose comme ça, parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On oublie finalement tout le reste que l'être humain fait, toute la situation globale qui n'est pas nécessairement acceptable non plus, puis qu'on peut questionner également. Donc, c'est un peu la réflexion que j'avais envie de faire par rapport à ça. J'ai d'autres questions également. S'il y a des questions que vous pouvez me manifester dans le chat, vous me le faites savoir. Mais moi, je vais simplement donc répondre aussi aux questions que vous pourriez avoir. Donc, je vérifie un petit peu. Je vais juste vérifier un petit peu quelque chose pour voir s'il y a des gens qui me posent des questions. Alors donc, j'ai une personne qui m'a posé des questions par rapport pour le webinaire, donc, à laquelle je vais répondre également. Excusez-moi, donc voilà, ici. Donc, il y avait 3 commentaires qu'elle me faisait part. Donc, j'aimerais ça peut-être en parler avec vous un petit peu par rapport à la pratique de la pleine conscience intuitive. Elle me parlait de la pratique de la pleine conscience intuitive. Elle avait donc 3 questions qu'elle avait envie de me faire part. Bon, il y a une autre personne qui me demande pour le mot de passe. Je vais essayer donc de lui envoyer. Bon. Je vais simplement chercher simplement à vous répondre. En fin de compte, ça me donne peut-être l'occasion aussi de peut-être vous dire, parce que comme ça va être un replay, de peut-être le préciser, ça serait toujours bien que vous arriviez beaucoup plus tôt que le temps que le webinaire, parce que si vous arrivez avec beaucoup plus de délai, c'est un problème technique, ça ne fonctionnera assurément pas, parce que je ne pourrais pas tout simplement vous répondre. Donc, la première question qui m'a été posée, c'est cette personne qui me disait, elle a fait un exercice d'accueil, qui est une technique finalement où on cherche à se réunifier à soi, ou se réunifier à un partenaire, ou à une énergie avec laquelle on se perçoit en conflit. Okay? C'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir. Et là, elle fait référence à un maître spirituel avec lequel elle vit une situation un peu difficile, donc elle peut se sentir beaucoup d'amour envers ce gourou-là, mais par moments, elle peut avoir beaucoup de colère, beaucoup de chagrin, de nostalgie. Elle n'est pas dans une position de pleine ouverture envers ce gourou-là, même si elle le reconnaît. Donc, elle a fait l'exercice et puis donc, elle a fait tout un exercice sur ce gourou-là, quelque part, puis c'est passé plein de choses. Donc, elle me raconte un peu tout l'ensemble de l'exercice, qui est quand même un peu long, mais quand même qui est très intéressant. Moi, j'ai envie de lui dire donc à Marcena que ce premier exercice-là, finalement, tu ne me poses pas de questions comme telles, mais que le déroulement est fort intéressant. Ce qui est intéressant lorsqu'on fait un exercice comme celui-là, où on cherche à se réunifier avec quelqu'un, par exemple un gourou, ben c'est certainement intéressant de faire une démarche comme celle-là, pour la simple raison que quand on fait la technique de réunification, qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est se réunifier avec une énergie qu'on a projetée vers l'extérieur. Alors, un gourou, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va vénérer un gourou. Et en vénérant le gourou, c'est le concept de tomber en amour. Hein. Je tombe, le gourou est là, et moi, je vais tomber, je vais honorer à quelque part ce gourou-là, de façon à ce que moi, je vais me retrouver dans une position où je vais perdre en quelque sorte ma position de pouvoir, parce que je vais lui donner du pouvoir à cette personne-là. Et d'ailleurs, Marcena décrit bien quelque part tout l'état émotionnel dans lequel je se sens envers ce gourou-là, indiquant bien quelque part que Marcena n'est pas dans une position de verticalité vis-à-vis du gourou. Elle investit de l'émotion vers lui, et comme elle le ressent quelque part qu'il n'y a pas de réponse qui la nourrit,
ben, elle vit effectivement des insatisfactions, des malaises, etc. Donc, la technique de réunification, dans un cas comme celui-là, est très intéressante parce qu'elle nous permet justement de se réapproprier un certain pouvoir envers justement une personne à qui on a donné du pouvoir. Donc, face à un être spirituel, face à nos parents, face à un amoureux, à une compagne, un patron, vous voyez, dans plein de circonstances, on s'investit vers les autres, puis on va négliger quelque part notre pouvoir par rapport à cette autre personne-là, parce qu'on va avoir comme nourri de l'espérance, de l'espoir, on va avoir fait beaucoup de choses pour cette personne-là, puis on va espérer que cette personne-là nous donne tout ce qu'on mérite. Donc, on développe des attentes et tout ça va finalement faire qu'on tombe et qu'on n'est pas dans une position de verticalité. Donc, la technique de réunification consiste justement à réapprendre justement à se réunifier et de retrouver la paix et l'harmonie envers la personne concernée. C'est ça un petit peu que je dirais par rapport à cet exercice-là. Donc, c'est une très bonne idée d'avoir fait ça et le déroulement que tu me décris, pour moi, c'est très bien passé. La question que tu m'as pas posée, mais que je crois que tu te poses par rapport à ça, c'est que tu vas par moment intervenir dans l'exercice en te disant, bon, ben, je ne comprends pas exactement tout ce qui se passe, mais j'arrive moi-même à faire des réflexions qui me font comprendre justement que les réflexions que j'ai, ben, quelque part, peuvent avoir du sens. Puis ça me fait poursuivre l'exercice. Puis tu te posais la question de savoir est-ce que c'est juste de faire ça? Oui, absolument. Je vais te dire finalement, la clé de la chose dans la pleine conscience intuitive, c'est que moi, je peux questionner la perception intuitive et elle peut me répondre. Mais si elle ne me répond pas, c'est une bonne idée d'émettre des hypothèses, de m'adresser à la perception intuitive et de lui dire qu'est-ce que moi je pense, qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que moi je comprends. À ce moment-là, évidemment, ça permet, encore une fois, d'établir une relation de discussion avec la perception intuitive. Ce qui est moins bien et qui est dangereux quelquefois, c'est que quand on cherche à communiquer avec une perception intuitive et que finalement la perception intuitive ne vient pas, ne nous donne pas d'informations et que nous, on va commencer à ce moment-là à se mettre dans une position où on va commencer à interpréter nous-mêmes l'information sans se préoccuper à savoir comment la perception le reçoit. Je vois quelque chose, je me dis, ça me fait penser à telle chose, c'est sûrement pour telle raison, puis ça me rappelle telle chose, puis finalement, on devient complètement fermé à la perception intuitive parce qu'on se ramène tellement vers soi qu'on n'est plus en communication. On n'est pas en discussion. Et c'est là, quelque part, que là, on est moins dans une démarche intuitive. Mais tout ça pour te dire que l'intellect ne doit pas être vu comme quelque chose de mauvais là-dedans. L'intellect est quelque chose qui doit être vu comme un élément qui peut nous aider à faire notre démarche intuitive. Et que si on reste dans une position de témoin, quelles que soient les manifestations visuelles, auditives ou sensitives qui se manifestent à moi, incluant mes pensées, vont être des éléments intéressants parce que ça va faire que moi, en étant dans une position de témoin, je peux questionner mon mental, questionner les perceptions, quelles qu'elles soient en moi, et c'est comme ça que le cheminement intuitif va pouvoir se faire. Donc, je te dirais que c'est très bien de procéder comme ça, il n'y a aucun problème. Ensuite, il y a un deuxième exemple que tu me donnes. C'est ça, c'est la deuxième question où tu me parles justement du mental, comment utiliser le mental et l'intuition. C'est un peu ce que je viens de te répondre. Puis, il y a un troisième exercice que tu me proposes de faire concernant donc un troisième exercice que tu fais. Puis, c'est ça. Là, tu arrives dans ce troisième exercice-là, justement, tu n'as pas d'information intuitive claire, tu n'arrives pas à comprendre parfaitement la chose, et tu arrives toi-même à émettre l'idée, à émettre l'hypothèse. J'aime bien cette idée d'hypothèse. J'aime une hypothèse. Je n'ai pas la vérité. Elle me dit, j'ai l'impression que ce serait bien pour moi de travailler dans la terre parce que ça me donne, j'ai le sentiment quelque part que ça pourrait m'être favorable. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce moment-là? Parce que là, on émet une hypothèse. Alors, on peut s'adresser à la perception intuitive pour vérifier l'hypothèse en question. Est-ce que c'est juste que je pourrais faire telle chose, telle chose, telle chose? Alors, ça, c'est une première idée. Donc, on peut avoir une réponse positive ou négative à ce moment-là. Mais si une réponse est positive, on pourrait aller un peu plus loin en disant, qu'est-ce que ça va m'apporter si je fais ça? C'est-à-dire que si moi, je commence à faire du jardinage, par exemple, qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors, je vais solliciter donc des images, des sensations et des mots qui vont faire que le corps va me montrer quelque part la pertinence qui pourrait être associée à cela. Tu vois, donc, ça peut être intéressant de procéder de cette façon-là. Donc, moi, c'est ça que je te dirais par rapport à ça. Donc, je pense que j'ai répondu à tes trois questions. Tu pourrais me revenir là-dessus, Marcena, si jamais tu avais d'autres commentaires à me faire part pour cela. Puis bon, il y a d'autres personnes qui me font part de leur demande justement
de vouloir rentrer dans la page d'accès de la page, mais là, finalement, il y a des gens qui ont de la difficulté à pénétrer. Et voilà. Oui, d'accord. Puis, Robert, tu peux faire ça, oui. Là, j'ai mis mon micro, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. OK. Oui, je pourrais faire part d'un petit peu comment que mon parcours là, avec la formation. Au début, ce que j'ai réalisé, là, ça fait depuis janvier que j'ai commencé, au début, ce que j'ai réalisé, c'est la différence entre ta perception que tu as quand tu fais une lecture sur moi, puis celle que j'ai par rapport à moi-même. Et j'ai réalisé assez vite que, évidemment, tu n'as pas la même perception parce que tu ne connais pas les personnes qui m'entourent. Alors moi, je vais voir des vraies personnes avec qui j'ai des relations. C'est ces images-là, ces souvenirs-là, surtout qui me viennent. Et tandis que toi, quand tu fais une lecture, tu vas voir un personnage plus parce que tu ne les connais pas. Alors, parce qu'au début, j'essayais de voir des personnages puis des images un peu comme je l'ai fait avec toi depuis plusieurs années, là, quand tu faisais une lecture. Et là, je me suis rendu compte que c'était aussi efficace aussi d'interroger des vrais souvenirs ou des vraies émotions reliées à des faits très, très concrets dans ma vie. Et puis là, il y a 3 jours, j'ai fait l'exercice où on questionnait des mémoires par rapport à des époques. Donc, le début de l'humanité, le romantisme, Seconde Guerre mondiale et le futur. J'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis préparé avant de faire l'exercice. Je me suis dit, ça va être facile, ça va bien aller. Donc, en quelque sorte, pour me conditionner. Puis comme de fait, je me suis mis à jouer avec ça. Ça a été facile. Puis là, il me venait vraiment plus des personnages que des situations concrètes de gens que je connaissais. Par exemple, au début de l'humanité, je voyais un singe qui était en face de moi, qui me mettait une sorte de boue sur le visage, sur le corps. Bon, ça a pris du sens pour moi. À période romantique, je voyais un peu les poètes maudits puis leur relation avec la mort. Parce qu'il y avait souvent dans les illustrations des crânes, il y avait un questionnement par rapport à la mort. Et puis moi, ce que je retenais de ça, c'est comme de faire le deuil de pensées, de mécanismes qu'on a en soi. Alors, voilà, c'est juste pour partager, j'avais trouvé cet exercice-là super intéressant parce que là, on dirait que ça me détachait de ce que je vis concrètement. Puis et là, j'étais comme en communication avec des images plus, pas abstraites, mais en tout cas, pas des personnes que je connais. Là, mais je comprends bien ta réflexion. C'est intéressant ce que tu amènes comme réflexion parce que quand moi, je fais une lecture à moi, je vis un peu ce que tu vis, c'est-à-dire que je peux effectivement identifier les personnes que je connais et faire un travail sur ces personnes-là. Tu vois, je peux donc travailler sur des gens qui font partie de mon entourage, mes souvenirs, je peux travailler sur mes souvenirs de ma propre vie. C'est plus tangible, c'est plus concret, évidemment, quand on fait une démarche comme celle-là. Le piège, par contre, de ce type de travail-là qu'on fait sur soi, et peut-être que tu vas rencontrer, c'est effectivement on se réfère à quelque chose qu'on connaît. Le connu, c'est je connais cette personne-là, je sais comment elle est, je sais comment elle pense, j'ai tel souvenir, je sais ce qui s'est passé, il s'est passé telle chose, telle chose. Et là, on a tendance, c'est là que je parle de mémoire limitative. Une mémoire limitative, c'est que quand on fait référence à quelque chose qu'on connaît, et qu'on a l'impression de connaître surtout, hein, parce que c'est pas tout vrai qu'on connaît, on se met dans une position où on crée on va accéder à une information qui n'est pas, et on ne va pas laisser l'espace pour que l'intuition prenne forme. L'intuition, pour moi, c'est ce que j'appelle l'expansion, c'est-à-dire tout est possible dans l'idée qu'il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui habite un être humain. Alors moi, par exemple, je donne un exemple, si je travaille sur ma mère, je pourrais très bien me dire, ma mère est de telle façon, et je pourrais faire un travail sur ma mère, mais avec l'intention, avec la volonté inconsciente ou consciente de me dire, voilà, ma mère est de telle façon, donc elle va agir de telle façon, puis ça ne peut pas être possible qu'elle soit autrement. Donc, j'ai un peu comme figé ma relation avec ma mère,
de façon à ne pas lui permettre, à quelque part, de me dire des choses qui pourraient aller à l'encontre de ce que je connais d'elle. Et là, on n'est pas dans une démarche intuitive, tu vois. On est dans une démarche où on a une forme de relation un peu comme j'ai peur de l'inconnu, donc je vais rester dans une forme de situation un peu limitée. Et c'est là qu'on n'est pas dans une démarche où on va avoir le sentiment qu'on est dans une intuition très importante. C'est pour ça que dans la pratique de la pleine conscience intuitive, dans une démarche personnelle, on va beaucoup amener la notion de lecture, donc de questionner l'information, de déprogrammer puis de soigner. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va provoquer des choses qui ne vont pas nécessairement correspondre à ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît, c'est « Ah, ben ma mère, je la vois, ben oui, je la vois, je la reconnais, elle a toujours été comme ça, ben oui. » Mais si j'interagis avec elle, il y a des chances qu'elle me manifeste des façons d'être qui ne sont pas propres à ce que j'ai connu d'elle jusqu'à maintenant. Donc, elle peut avoir des comportements différents qui vont m'amener à ce moment-là à une façon d'interagir avec elle qui va être plus nouvelle, qui va être plus expansive, qui va être plus évolutive. Et c'est là que ça va me sortir justement de la démarche intuitive. L'autre chose que j'aimerais peut-être te dire par rapport à ça, parce que c'est un thème qui m'a beaucoup questionné à un moment donné, parce que moi, je suivais une formation en psychopolarité, qui est une formation de psychothérapie corporelle dans laquelle on travaillait sur nos pères, notre père, notre mère intérieure. On travaillait sur les symboliques de notre passé, mais c'était interdit de parler de médiumnité, de clairvoyance, d'intuition. Pour eux, c'était strictement, on travaille sur notre passé, sur les perceptions qu'on a de nos propres parents, etc. Puis moi, parallèlement à cette formation-là, je suivais une formation avec un guérisseur qui, lui, nous faisait faire un travail sur notre père et notre mère, mais dans lequel il mettait en évidence que justement, le travail qu'on faisait, c'était un travail intuitif dans lequel la relation qu'on avait avec notre père et notre mère, c'est une relation dans laquelle il y a vraiment une réelle relation où on communiquait, on pouvait aller chercher l'information juste, peut-être qu'on ne connaissait même pas nos parents, etc. Donc, il y avait vraiment comme une espèce de situation où j'avais comme deux mondes, deux univers, pour moi qui étaient complémentaires, mais puis je n'avais pas le droit de les coller ensemble parce que c'est comme interdit. Puis avec le temps, puis de la pratique, j'ai constaté que c'est juste le point de vue qui va faire la différence. Si moi je suis convaincu que je travaille avec mon père intérieur ou ma mère intérieure, puis que c'est une symbolique, je vais me comporter comme tel. Si je suis convaincu que la même relation que j'ai avec ma perception de ma mère et de mon père intérieur peut m'amener vers une démarche intuitive, ben je vais me comporter comme tel. Je vais constater effectivement que le travail que je vais faire sur la symbolique de mon père et de ma mère peut m'amener vers des univers plus vastes et plus riches et plus intelligents et plus sages. Je ne sais pas si tu me suis, Robert. Oui, tout à fait. Je l'ai peut-être vécu un peu d'avoir une image figée, déjà faite de la personne, mais quand même, la plupart du temps, c'est des souvenirs qui apparaissaient malgré moi. Si j'interrogeais un chakra, ben là, ces souvenirs-là apparaissaient. Puis, ouais, mais ça, c'est un bon signe. Ouais. Puis une fois, j'avais beaucoup aimé ça. Je questionnais chacun des chakras après l'autre. Puis, après coup, je me suis réalisé que tous les souvenirs qui me reliaient, qui venaient, étaient reliés au chakra. Tu sais, le premier, c'est plus la sécurité. Le deuxième, c'est la communication, puis l'affirmation. L'autre, le plexus. Mais j'ai réalisé par après que mes souvenirs étaient reliés à ça. Donc, c'était pas la personne qui venait prendre toute la place, mais c'est parce que j'interrogeais, par exemple, l'affirmation qui, là, me venait des situations concrètes. Donc, j'ai fait le lien après que ces chakras-là, oui, avaient des significations différentes, là, étaient porteurs de spécificités propres. Alors, ça a donné comme une sorte d'objectivité aussi, j'ai trouvé, à ce processus-là, de réaliser que c'est pas moi qui provoquais ces apparitions-là, et elles venaient parce que j'interrogeais tout simplement le chakra. C'est ça que j'appelle, moi, le langage intuitif. Le langage intuitif, c'est qu'à mesure, c'est un peu comme une discussion. Moi, je rencontre quelqu'un, je parle avec la personne, je peux lui dire bonjour, comment ça va, puis ça s'arrête là, puis je continue mon chemin, puis on n'a pas été plus loin. Mais quand on arrive à développer une aisance dans le processus intuitif, on arrive à constater que le bonjour, comment ça va, peut entraîner plein d'informations. Ah, ben ça va très bien, puis je voulais te raconter ça. Puis tu vois, il y a une espèce de discours, un genre de dialogue, un genre de langage qui va commencer à prendre forme à travers les images, les sensations, les mots, qui vont devenir de plus en plus naturels, puis qui vont t'amener dans des univers que toi, tu n'as plus. C'est-à-dire que tu n'as plus maîtrise, entre guillemets, là,
où tu t'en vas parce que le processus intuitif se libère puis émerge à toi puis t'apporte justement un chemin, une voie, une direction qui est propre à lui à ce moment-là, tu vois. Alors, je pense que c'est ça qui est l'objectif, en fin de compte, quand on pratique la pleine conscience intuitive, c'est d'arriver à sentir ce langage-là d'une façon de plus en plus naturelle, puis qu'on soit capable de le parler de plus en plus fluidement. Et c'est là, quelque part, que le voyage que tu décrivais, justement, au niveau des époques, là, est un voyage intéressant. Moi, j'aime bien parce que, justement, ça nous met dans une position où, justement, on crée des mises en scène. Toi, je sais que ça va t'intéresser, cette notion de mise en scène. Alors, les mises en scène, effectivement, c'est quoi? C'est, OK, on s'en va voir la première apparition humaine, par exemple. Donc, en créant cette mise en scène-là, c'est une mise en scène où on crée des conditions pour simplement faire émerger quelque chose. Quand on va à la période de romantique, ben, on crée une autre mise en scène, le futur, une autre mise en scène, et ainsi de suite. Donc, ces mises en scène-là, finalement, vont permettre de libérer le processus intuitif afin que de nouvelles informations manifestent. Et c'est ça, avec le temps, ce que tu vas découvrir, c'est que plus tu comprends cette notion de mise en scène, ça veut donc dire quelque part que tu peux voyager où tu veux, n'importe où, dans le monde, dans toute l'histoire humaine, tu peux aller voyager, puis découvrir que dans toutes ces époques-là, tu peux aller chercher de la résonance qui va te donner de l'information sur toi et te guider dans une démarche intuitive. C'est ça que tu as fait un petit peu à travers ce voyage-là, parce que c'est un voyage dans lequel il y avait diverses époques, et dans diverses époques, tu allais chercher une information intuitive qui te concernait, même si c'était dans des époques qui n'avaient pas de consonance au départ avec toi, puisque c'était moi qui les imposais en quelque sorte. Tu me suis? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Ouais. Puis c'est là, quelque part, que c'est. Puis pour revenir à cette question-là, c'est que quand moi, je fais une lecture intuitive à quelqu'un, par exemple à toi ou à quelqu'un d'autre, hein, c'est certain que moi, mon regard, quelque part, ben, c'est un regard justement qui est celui on va l'appeler comme ça, d'un étranger qui rentre dans ton espace. On va dire ça comme ça. Alors, l'espace que moi, je vais voir, j'ai capté, ben, ce sont des perceptions qui vont sans doute être beaucoup moins parlantes que toi parce que je ne vais pas tout voir. Je ne vais pas être en mesure de voir toute ton histoire, parce que ton histoire, quelque part, c'est toi qui l'as, c'est toi qui la possèdes. Moi, ce que je vais voir, ce sont des parcelles d'informations qui vont finalement se greffer les unes avec les autres, qui vont finalement me donner, moi, une représentation de quelque chose que je vais te décrire en mots, en sensation et en images, qui vont faire quelque part qu'il y a une forme de logique que moi, je vais percevoir, que je vais pouvoir te transmettre à travers l'hiérarchie du corps. Parce que quand je fais un soin, et d'ailleurs, puis même pour toi, c'est la même chose. Quand on fait un soin, mais on fait un travail sur les chakras, par exemple, il y a 7 niveaux de conscience dans les chakras. Donc, l'interaction que j'ai avec les chakras me permet, moi, d'arriver à comprendre qu'il y a une certaine progression, une certaine évolution de ta conscience qui s'effectue. Puis le jeu que je fais avec que j'effectue dans les chakras me permet d'orienter, de pouvoir comprendre vers quoi tu t'orientes, vers quoi tu te diriges dans cette évolution-là, finalement. Mm-hmm. Ouais. Puis, pour partager aussi une autre expérience, à un moment donné, j'ai trouvé ça fatigant de questionner les images qui me viennent, puis d'attendre que les images arrivent. J'ai tout simplement fait porter attention aux sensations dans mon corps, donc au malaise que je peux avoir, aux tensions, etc. Et qui est un travail très reposant parce que là, j'ai pas forcé pour essayer d'avoir de l'information puis d'être en contact avec l'intuition, avec la forme d'intelligence. Et ça, je le refais souvent, ne serait-ce, des fois, je me réveille dans la nuit, puis là, je fais un peu d'enracinement. Puis, je vais visiter ces zones-là dans mon corps. Donc, peut-être que je suis un peu plus corporel, sensitif corporellement, mais je trouve que ça fait du bien. Puis c'est quand on se perd un peu puis qu'on est fatigué, mais on revient à quelque chose de concret parce que la douleur ou la tension qu'on sent, elle est vraiment, vraiment concrète. Tandis que si on essaie de comprendre comment marche notre psychologie, à un moment donné, ça demande de l'attention, ça demande de l'écoute. Voilà, donc j'alterne. Je me suis rendu compte, je fais souvent un voyage dans mon corps tout simplement. Et des fois, bon, ça réveille des souvenirs, puis ça m'amène à différentes places. Mais
Voilà. Mais tu vois, ce que j'aimerais te dire, parce qu'au début, comment tu l'as présenté, après ça, tu as changé un petit peu ton discours, mais je voudrais juste le clarifier pour bien cerner ça, c'est que quand on fait, quand on utilise le mode visuel, c'est le monde des images. Le monde, les sensations, c'est le monde des sensations, donc c'est les perceptions que j'ai de mon corps. Puis l'auditif, c'est quand on entend des choses. Les trois modes de communication doivent être sont au même niveau. C'est-à-dire que moi, je ne valorise pas un par rapport aux autres. C'est-à-dire que le visuel, c'est un monde de communication qui est valable, bien sûr, mais les sensations puis les mots le sont tout autant. Puis il y a des gens qui vont être carrément plus habiles ou plus à l'aise à aller vers les sensations que l'auditif, que les images. Donc, moi, je crois que les images ne sont pas quelque chose qu'on doit mettre sur le top de la chose et que les trois modes de communication vont nous aider justement à développer un langage intuitif. Puis le langage intuitif, il se développe, comme tu le dis si bien, il ne se développe pas nécessairement par les efforts, parce que les efforts, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme quelqu'un qui force quelque chose, tu vois. Alors que quand on est dans un processus de réceptivité, un témoin n'est pas dans l'effort, il est dans une position d'observation. L'observation, elle peut être visuelle, elle peut être auditive, elle peut être sensitive, elle peut même être gustative au niveau de l'odorat quelquefois aussi, et on doit l'accueillir. Et l'accueil, il y a tout un protocole. Le protocole, finalement, au début de la pratique, c'est des questionnements, bon, la lecture intuitive, donc description, questionnement, déprogrammation, soins. Ça, c'est tout le protocole. Mais dans les faits, à un moment donné, on comprend quelque part que ces protocoles-là ne servent qu'à une chose, c'est qu'à rendre de plus en plus fluide notre démarche. Et on doit surtout comprendre quelque part que la démarche qui est de plus en plus fluide, de plus en plus naturelle, elle se fait uniquement parce que justement, on fait de plus en plus confiance au processus intuitif et au processus imaginaire. On pénètre dans l'univers imaginaire de plus en plus facilement et parce qu'on pénètre dedans, ben, les informations viennent de toutes les façons, plus naturellement aussi. Donc, on est moins dans l'effort. Alors, c'est certain qu'au début, par contre, si on veut s'entêter à questionner une image ou s'entêter à obtenir des informations, ben, c'est sûr que l'on peut se fatiguer. Et puis moi, j'encourage beaucoup plus cette notion de témoin où si tu fais la démarche, bon, je décris, je questionne, il n'y a rien qui vient, je déprogramme, il n'y a rien qui vient, je soigne. Je soigne étant le moment où on se fait du bien. Donc, si on n'a pas atteint d'informations avant, ben, le soin peut nous amener nous relancer vers une description, questionnement, déprogrammation et soins. L'idée là-dedans, c'est de tout le temps avoir en tête cette notion-là pour être simplement le plus pleinement conscient de ce qui se passe. Parce que si on est plus pleinement conscient, on risque de mieux comprendre ce qui se passe en nous et de mieux accompagner ce qui se passe en nous. Maintenant, ceci dit, si moi je décide de dire, ben moi j'ai juste envie de faire un soin, je n'ai pas envie de faire de questionnement, je n'ai pas envie de déprogrammer ou quoi que ce soit, je peux très bien le faire. Ça n'enlève rien, ça peut même m'amener un bien-être quand même. Hein. Moi, ce que j'ai cherché à faire comme enseignement, c'était de proposer l'idée que la pleine conscience intuitive implique être pleinement conscient de ce que l'on fait dans une démarche de guérison. Donc, la démarche de guérison, bien évidemment, c'est comprendre la cause. Donc, l'intuition va me permettre de comprendre ce qui est là. Déprogrammation, c'est de comprendre, c'est de déprogrammer ce qui me limite ma conscience, ce qui m'empêche de pouvoir m'épanouir dans ce processus de guérison-là. Et le soin bien, va me permettre, lui, de rétablir les flux énergétiques dans mon corps. Donc, les trois aspects vont finalement me donner quelque chose de plus holistique qu'en termes de guérison, parce que je vais vraiment avoir une vision globale de la situation. Je ne vais pas simplement faire un soin, je vais être capable de comprendre pourquoi je fais le soin, comprendre les implications des limitations qui sont en moi, puis de m'accompagner dans cette démarche-là pour élargir à trois niveaux la guérison finalement. Voilà. Je ne sais pas si ça t'aide un peu, si c'est plus clair pour toi oui, ou pour les autres. Ben oui, tout à fait. Je crois que c'est plus des soins que je me donne quand je fais le travail corporel puis que je visite les tensions, mais il y a aussi des images ou des mots parfois qui apparaissent. Mais je crois, je crois que peu importe si on est plus sensitif ou visuel, les sensations corporelles sont très, très, très concrètes. Si on a mal à un endroit, c'est très concret, tandis que si on interroge un trait de son caractère, ben, c'est flou un peu parce qu'on l'oublie, notre caractère, on oublie nos enjeux. Mais donc, je ne sais pas si c'est particulier à moi parce que je suis plus sensitif, mais ça me semble être le lot de tout le monde
de sentir dans le corps où est-ce qu'il y a des blocages, des tensions, ne serait-ce qu'on se rende compte que ça respire moins bien, qu'on est tendu, qu'on veut respirer plus bas dans le corps, etc. Donc voilà, Je te dirais quelque part que oui, bien sûr que les sensations, en fin de compte, il y a deux choses dans ça, en fin de compte, dans les sensations. C'est-à-dire que les sensations sont physiques. Par exemple, j'ai mal à mon genou, c'est une sensation physique, j'ai mal à mon genou. C'est plus, on est dans quelque chose d'objectif, tu vois, par rapport à moi. C'est-à-dire, moi, j'ai mal à mon genou, donc c'est objectif. Je ne peux pas dire, est-ce que j'ai mal au genou? Non, non, ça me fait mal, donc je confirme, ça fait mal au genou, j'ai mal au genou. Donc, il y a une forme de confirmation là-dedans. Donc, ça, c'est sûr que ça, c'est un niveau d'information qui, c'est un peu comme dire, cette personne-là, quelque part, veut me frapper avec un bâton de baseball, admettons. Mais c'est objectif, je la vois arriver avec son bâton, elle veut me frapper. Donc, je peux me tromper, hein, qu'elle ne veut peut-être pas me frapper, mais c'est quand même ce que je vois. Donc, il y a quelque chose aussi, ça fait partie d'une forme d'objectivité, c'est-à-dire d'observer quelque chose, puis de dire, ben oui, il y a quelque chose qui se passe là. Maintenant, dans le monde intuitif, on est dans un autre niveau, à quelque part, qui ouvre la porte, justement, à quelque chose de l'ordre de la déprogrammation puis du changement. C'est-à-dire qu'évidemment, dans le monde de la matière, on peut se faire, il y a des choses qui se passent dans la réalité, il y a des gens qui peuvent nous dire des choses, etc. Mais dans le monde intuitif, ce qui nous intéresse va être vraiment d'arriver à comprendre ce qui anime les gestes, les actions, les douleurs qui sont en nous. Tu vois, c'est là qu'on aborde les sensations à un autre niveau, tu vois. Donc, je te dirais qu'il y a deux niveaux de perception quand tu nous décris les sensations qui sont objectives, les douleurs qui sont réelles, qui nous font mal, les tensions, etc., qu'on observe, qui sont vraiment là. Et puis, évidemment, travailler sur le monde subtil qui, lui, va nous amener justement, par exemple, j'ai pas mal à mon cou, mais parce que je rentre dans mon monde intérieur, je vais constater, ah tiens, c'est drôle, j'ai pas mal de douleurs, mais je sens une tension à mon cou, même si je n'ai pas de douleur. Donc là, on parle de sensations qui sont plus subtiles. Et c'est là qu'on va aborder, qu'on travaille de l'intérieur à ce moment-là. Et c'est intéressant de comprendre ces deux univers-là, finalement, parce que je pense que c'est deux univers qui sont intéressants. Mais certain que quand on travaille sur des douleurs physiques, etc., bien évidemment, c'est des belles occasions, ça, moi, je trouve, pour faire des soins et pour se prouver quelque part qu'on peut avoir un impact sur les soins. Ça, je pense que c'est intéressant de pouvoir bien comprendre cette réalité-là. Oui, bien, tout à fait. Juste pour conclure là-dessus, j'avais des douleurs, des rhumatismes à la jambe gauche. En faisant les soins, en faisant la chirurgie à l'intérieur, c'est disparu. Là. Des fois, je le sens un petit peu, puis je refais ce travail-là. Donc, puis oui, je comprends tout à fait les deux sortes de sensations physiques, là. Des fois, c'est une douleur, comme celle que j'avais dans la jambe, mais en même temps qui est reliée aussi à l'opération que j'ai eue, donc il y a des souvenirs de reliés. Mais d'autres fois, c'est des tensions intérieures, c'est quand je prends le temps de m'enraciner et de respirer que là, je me rends compte que, il manque d'aisance dans cette région-là, je sens une tension que je ne réalisais pas avant d'observer. Oui, c'est là que ça devient des messagers. Tu vois, quand on parle de... Une douleur objective est un messager aussi. Mais quand on rentre dans le processus intuitif et qu'on commence à découvrir des choses qu'on ne se rendait pas compte, mais qu'on découvre parce qu'on est dans une démarche intuitive, c'est là qu'on commence à comprendre que le corps essaie de nous transmettre des messages qui n'étaient pas conscients sans passer par la voie intuitive. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là qu'on peut aborder donc la description, questionnement, déprogrammation et soins encore plus ouvertement. Puis, à mesure que tu avances, tu as sans doute compris qu'il y a plusieurs portes d'entrée là. Hein, on a vu une dimension énergétique, on peut travailler sur l'aspect énergétique avec les techniques d'auto-guérison, on peut travailler sur les chakras, on peut travailler sur les sous-personnalités psycho-énergétiques des chakras, donc on peut travailler sur ce autre volet, on peut travailler maintenant sur la mémoire, à travers les voyages dont tu parlais tout à l'heure. Donc, quand tu vas commencer à te rendre compte de tout ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devenir finalement capable de voyager sur plusieurs plans de niveau. Donc, si tu veux travailler sur le corps physique, tu vas pouvoir avoir des moyens pour travailler dessus. Si c'est sur l'aspect plus énergétique, tu vas avoir des moyens pour travailler dessus. Si c'est plus sur l'aspect de ton passé, de ton potentiel futur, de ton présent, des relations interpersonnelles, il y a un module d'ailleurs qui va être orienté beaucoup sur les relations. Ça te permet de voyager de plein de façons pour avoir justement une capacité, avoir une compréhension de ta vie avec un regard qui est complètement de l'ordre de l'intérieur, je dirais, toi. Et c'est ça un peu qui est intéressant. Ça te permet donc d'avoir un regard sur ta vie qui a un petit peu plus de hauteur, je dirais.
puis qui te permet donc d'être davantage connecté avec le sens des choses. Et c'est ça un peu l'idée de la pratique, hein, c'est de développer une série de moyens pour que ta conscience s'élargisse le plus possible, puis qu'elle soit capable donc d'interagir dans tous les secteurs de ta vie, être capable de comprendre comment les choses se passent dans la vie finalement. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Mm-hmm. Oui. Est-ce que tu aurais d'autres questions? Ben, l'autre, je pense à voix haute là, un peu. Parfois, ça peut être étourdissant, toutes les ramifications qu'on a à l'intérieur de nous. Tu en parlais dans un des modules que ben, les sous-personnalités qui peuvent être en lien avec d'autres personnalités, etc. Les chakras qui sont reliés à d'autres chakras. Donc, j'ai appris un peu plus à me laisser diriger par ça, parce que des fois, je commence sur un chakra, puis là, je suis rendu ailleurs après un bout de temps. Mais donc, il peut y avoir une sorte de vertige par moment sur quoi se concentrer. Parfois, ben, j'ai des objectifs qui, comme par exemple, m'enraciner, c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Donc, je vais revenir à ça. Puis, mais voilà, parfois, je suis face à ça. Qu'est-ce que je vais conseiller? Qu'est-ce que je vais regarder chez moi? Là, avec les modules, ben, ça aide parce que ça fait une structure. Donc, c'est comme apprendre un langage finalement. Et j'ai moins à choisir exactement ce que je vais visiter. Mais c'est ça. Donc, je vis un peu ça de la grande ouverture qu'on peut tout questionner. C'est comme quand on te rencontre et que tu fais une lecture, tu vas suivre une piste. Ben, c'est sûr qu'on va te poser une question, mais si on ne te pose pas de question, tu vas faire une lecture, tu vas suivre un chemin. Donc, c'est toujours ces deux polarités-là, soit qu'on décide ce qu'on questionne ou bien on se laisse guider par ce qu'on veut nous transmettre. Oui, puis c'est exactement la même démarche sur soi. Hein. Ce que tu décris que moi je fais sur quelqu'un d'autre, c'est la même démarche qu'on fait sur soi. C'est-à-dire que tu peux faire le choix de te laisser guider par le processus intuitif. Par exemple, je donne un exemple. Tu me dis, ah ben tiens, moi j'aimerais ça aller voir, je me rappelle que j'ai vécu quelque chose à 5 ans, j'aimerais ça aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Donc, tu vas carrément aller porter volontairement, déplacer ta conscience à l'époque de 5 ans. Tu vois? Donc ça, c'est quelque chose où c'est un peu comme si tu avais une question. Tu te poses une question, tu la poses et tu vas aller vérifier pour aller approfondir ton questionnement. Tu vois, ça, c'est une façon de pouvoir justement répondre à des questions précises sur des thèmes précis que tu pourras avoir face à ton histoire de vie. Et puis, évidemment, tu peux aussi te laisser guider dans une pratique intuitive, comme tu le décrivais très bien. Tu pars avec une consultation, par exemple, au niveau des soins des chakras, et tu n'as pas de thème particulier, tu te laisses simplement guider par ce qui arrive, et à travers ça, mais évidemment, tu conclus que tu as vécu quelque chose, tu as compris des choses, tu as soigné des choses, tu sens différemment, puis c'est là qu'effectivement, c'est une autre façon d'aborder les choses. Donc, comme dans une consultation avec moi, c'est le même principe. On peut vraiment être, entre guillemets, contrôlant dans le sens pour moi de dire, ben moi, aujourd'hui, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose. Je vais aller voir à l'âge de 5 ans, je vais aller voir à l'âge de 12 ans, puis à l'âge de 20 ans. Donc ça serait une façon d'être très précis, puis dans laquelle tu pourrais aller chercher l'information, même si tu as cette question très précise. À partir du moment que tu rentres dans le protocole, ben, tu pourrais effectivement aller chercher l'information qui pourrait te guider, t'orienter, qui pourrait te faire un voyage finalement en choisissant ces thèmes-là. Mais évidemment, tu peux aussi les faire d'une façon plus ouverte en te disant, ben, je me laisse guider simplement par le travail sur les chakras que je fais ou je ne sais quoi. Tu me suis? Mm-hmm. Oui, donc, c'est un peu le même principe qu'une consultation en fin de compte. Et c'est sûr que les deux façons sont valables. Il y a pas et on peut des fois même se rendre au même endroit en quelle que soit la façon qu'on va les faire. Mais des fois, effectivement, ça peut être intéressant des fois de choisir un thème précis. J'ai une problématique que je viens de vivre, là, donc j'aimerais ça aller approfondir ça. Donc, ça peut être intéressant d'aborder les choses de cette façon-là aussi. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu aurais d'autres questions ou d'autres gens qui auraient peut-être des questions? Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu rentrer dans la salle, mais bon, je leur verrai le replay, puis ça sera déjà pas mal bien pour eux.
Parce que je regarde s'ils ont des questions de leur côté. Des questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions dans la salle? Toi, même si Robert t'en as, tu peux me le dire aussi, là. Oui, oui. Parce que finalement, l'idée de ce que tu décrivais un peu, Robert, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand on commence à comprendre quelque part comment ça fonctionne, on se rend compte finalement que par le point de l'intention, on peut finalement ouvrir les portes. Les portes finalement qu'on peut aller dans le passé, hein, on peut aller dans le présent, on peut aller dans le futur, on peut aller voir des mémoires d'autres vies, on peut aller voir des mémoires familiales, on peut aller voir éventuellement des relations interpersonnelles qu'on a un petit peu abordées, mais qu'on va aborder de façon plus importante dans un module. On peut travailler sur l'alimentation, on peut travailler sur des remèdes, on peut aller travailler sur une maison, on peut aller voir la structure de la maison, ça c'est un module aussi que tu vas éventuellement voir. On peut travailler avec des animaux, on peut travailler avec des arbres, on peut travailler avec la nature, on peut aller voir visiter des planètes, on peut travailler avec des guides. Tu vois, c'est un monde, à quelque part, qui est illimité, mais c'est un monde sur lequel on doit garder 2 pieds sur terre parce que, justement, si on se laisse prendre par des croyances, bien, inévitablement, c'est là que le piège, les croyances et l'intuition, ça ne fait pas bon ménage. Je vais donner l'exemple des forces sataniques dont j'ai parlé au tout début de la conférence. Quelqu'un qui est convaincu que les forces sataniques existent peut, à ce moment-là, donc, influencer son intuition pour aborder cet univers-là. Et il va perdre un peu sa position de témoin parce qu'il est polarisé dans sa propre conscience, puis il va s'identifier à ce qu'il a comme croyance, puis là, il peut perdre cette position de témoin, puis c'est là que ça peut l'égarer. Alors, je pense que c'est bien, bien important de toujours relativiser que dans ce monde subtil-là, finalement, il y a donc moi qui voyage dans un univers, puis que moi, par le biais du décodage intuitif, déprogrammation et soins, je risque de me libérer le plus possible de mes croyances et de mes limitations. Moins je fais ce genre de démarche-là, plus je risque de tomber dans un univers figé. L'univers figé, c'est « OK, j'ai été dans l'enfer, l'enfer est fait de telle façon, il existe des méchants, des vibrations très basses, des vibrations moins basses, puis quand on fait des choses, mais il se passe telle chose. » Puis, on tombe dans une espèce de monde figé. Et ce monde figé-là, pour moi, est un reflet de la réalité terrestre et de notre façon de fonctionner à nous en tant qu'humains. C'est qu'on a tendance à figer les choses. Pourquoi? Parce que le monde terrestre est une représentation de quelque chose qui est figé. Hein? C'est-à-dire que nous, on est, puis on meurt, puis à travers ce processus-là, ben, quelque part, il y a donc une série d'images, pourrait-on dire, de nous-mêmes qui se continuent d'une façon très rapide, qui fait qu'on a l'impression d'être vraiment tout le temps là, d'être tout le temps la même personne. Alors que finalement, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de mouvements continuellement qui se font tout au long du passage qu'on a sur Terre. Et la nature, même chose, on ne le voit pas, mais il y a une évolution perpétuelle et constante de l'univers. Donc, il n'y a rien de figé finalement. Sauf que nous, on a tendance, parce que nos yeux ne sont pas capables d'enregistrer tout le mouvement de la vie, bien, on commence à rester dans un monde figé. Quand on rentre dans le monde subtil, on risque de figer ce monde subtil-là, puis de lui attribuer des lois, des règles qui vont être figées. Parce qu'à quelque part, nous, c'est beaucoup plus rassurant de dire, bien, c'est figé, c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est comme ça que ça fonctionne. En étant comme ça, on a un sentiment qu'il y a un contrôle aussi qui est là, qui nous rassure, mais dans la réalité, si on regarde d'un point de vue vraiment objectif et vibratoire, tout est mouvement, puis tout est vie. Puis quelque part, tout le processus qu'on observe, ce qu'on observe quand on est dans ces univers subtils-là, bien, on le crée. Alors, c'est là que ça devient important de bien comprendre quelque part que ce qu'on crée, si on le fige, bien, on s'identifie à lui. Si on déprogramme, puis on soigne, bien, on risque effectivement d'amener une évolution de plus en plus importante à prendre forme. C'est pour ça que, quand je disais tantôt émettre des hypothèses, hein, si j'aimais l'hypothèse X, Y, Z, bien, l'hypothèse que j'aimais, je dois aller la vérifier. Mais je dois comprendre que dans ma démarche intuitive, je risque de colorer. Au départ, surtout, je vais passer avec une vision de quelque chose. Si je crois aux démons, ben, je risque effectivement de pénétrer dans un univers dans lequel il y a des démons, puis dans lesquels, évidemment, les démons vont se manifester à moi d'une certaine façon. Et tout comme toi, quand tu as été dans l'âge préhistorique, tu as été voir un singe, etc. Donc, toi, c'est à partir du moment qu'on génère quelque chose avec l'intention, on peut communiquer avec n'importe quoi. Et n'importe quoi, finalement, il faut maintenant évaluer à quoi ça sert que d'aller communiquer avec n'importe quoi, justement. On doit, justement, ça doit nous permettre de progresser, d'évoluer en tant qu'être humain pour nous libérer de plus en plus, à quelque part, de ces univers subtils-là. Parce que si on devient prisonnier d'eux,
Par exemple, on a l'impression quelque part d'être prisonnier de quelque chose, mais ça veut donc dire quelque part qu'on est complètement identifié à ce quelque chose-là. On n'est pas dans une position de verticalité. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'émotionnellement parlant, je m'identifie à quelque chose, je me sens relié à ce quelque chose-là parce que je me sens investi par rapport à ça. Et là, ça veut donc dire que je suis tombé. C'est un peu comme tomber en amour. Quand je suis tombé amoureux, ben, je perds pied. Alors, dans le monde subtil, il y a un risque de vivre ça si on commence à donner de la valeur émotionnelle à quelque chose, bien, inévitablement, on va perdre pied. Et en perdant pied, bien, on va colorer notre univers par les croyances qu'on peut avoir émises. Et c'est pour ça que toute la démarche spirituelle, quand on regarde dans les grands écrits spirituels, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ils nous enseignent libère-toi. Libère-toi de tout, à quelque part. C'est arrête de voir ce monde d'illusions, puis arrête de lui donner de l'importance. C'est un monde d'illusions. Donc, libère-toi, puis accède justement à un endroit dans lequel il n'y a plus d'illusions, qui est un peu comme le nirvana. Hein, c'est le monde paradisiaque, l'univers dans lequel il n'y a plus de forme, il n'y a plus d'humanité. Parce que justement, l'humanité est un monde d'illusions, c'est un monde duel, c'est un monde d'incarnation terrestre dans lequel, effectivement, tout ce qui est vivant et tout ce qui est lumineux et tout ce qui bouge ne bouge pas. Parce que justement, on se laisse prendre par la matière qui, elle, nous donne l'impression que les choses sont figées. Et c'est ça, quelque part, qui est toute la démarche spirituelle. Et dans ce sens-là, la pleine conscience intuitive, c'est une démarche spirituelle parce qu'elle nous enseigne justement à nous libérer progressivement d'une part de la réalité terrestre, mais de tout ce qui anime les réalités terrestres. Parce que plus on comprend que la réalité terrestre est animée par quelque chose de vivant et d'intelligent, on accède à l'origine de cette intelligence-là, et plus on accède à cette intelligence-là, à cette origine-là, on atteint la lumière. Et plus on atteint la lumière, mais plus on se libère de la forme. On se libère quelque part de tout ce qu'on observe, parce qu'on comprend quelque part qu'est-ce qui est derrière. Et c'est ça qui est finalement un peu la démarche spirituelle, qui est proposée dans toutes les grandes voies spirituelles de toute façon. Hein. Ce n'est pas juste en pleine conscience intuitive que c'est proposé. Mm-hmm. Puis, j'aurais une question par rapport à toi. Toi, ça fait au moins 30 ans que tu fais cette démarche-là, donc tu l'as faite sur toi. Mm-hmm. Ben, on a tous des défis spécifiques, chacun. On a tous des mémoires plus importantes, chacun. Donc, on apprend à déprogrammer. J'ai l'impression que ces grandes forces-là qui nous habitent sont toujours... On est toujours susceptible d'être encore appelé par ces forces-là limitatives. Mais qu'on les déprogramme puis qu'on se libère de plus en plus, mais que ça reste quand même un peu notre talon d'Achille. Là, Puis je voulais savoir, toi, par rapport quand tu fais ce travail-là sur toi, tu as dû rencontrer tes principaux défis au début. Puis après ça, excuse-moi, j'ai coupé ma sonnerie. Et après ça, une fois que tu as fait le tour de tes principaux défis, tu voyages comment avec ça? C'est qu'à un moment donné, tu te rends compte dans ta vie que tu as besoin de travailler quelque chose, puis tu travailles là-dessus, ou tu le fais seulement pour faire une mise au point de comment tu es en ce moment. Mais c'est ça, j'aimerais aussi t'entendre un peu sur ton parcours en 30 ans, comment toi, avec toi-même, tu as évolué là-dedans. Puis, ouais, vas-y. Ben, je peux juste dire aussi une anecdote à un moment donné qui m'a fait réfléchir. J'ai une amie qui est psychanalyste. Ça fait longtemps qu'elle fait ça, puis elle est en suivi elle-même. Puis elle a toujours voulu plaire à son père. Puis dans ses relations amoureuses, ben ça reste là. Elle en est pleinement consciente. Mais ça m'étonne qu'après tant d'années de travail sur elle, qu'elle soit encore prise là-dedans. Alors peut-être que la psychanalyse a des limites, première chose. Et deuxième chose, c'est que peut-être que ces forces-là sont tellement grandes que tu sais, c'est le travail d'une vie pour certains. Oui, mais c'est une bonne question que tu poses. Je te remercie de la poser parce que c'est une question qui touche... ça touche à quelque part cette... quand on parle des forces, je parle de moi, par exemple, quand moi j'ai commencé, bien sûr que j'ai fait un travail sur moi, puis je continue aussi. Puis
au début, quand on commence là-dedans, je pense que même dans beaucoup de courants spirituels, on entend beaucoup de ces choses-là. On a cette forme de naïveté, je vais l'appeler comme ça, de croire que parce qu'on fait un travail, parce qu'on a une certaine capacité, on va donc accéder à des... on va se libérer plus facilement, on va atteindre une maturité plus importante. C'est sûr que à travers les années, c'est certain que la maturité s'acquiert, mais ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que faut comprendre que toi, quand on est sur Terre, on est avec un certain bagage. Ce bagage-là, à mesure qu'on va progresser dans notre vie, on va rencontrer donc des maturités suffisamment élevées pour faire émerger de nouvelles informations, de nouvelles blessures, de nouveaux trucs, et ainsi de suite. C'est un peu un genre de phénomène de plure, de couche, à travers la maturité de l'être humain que je suis, ben, il y a de nouvelles choses qui émergent que je n'avais peut-être pas vues ou que je n'avais pas entrevues avant. Tu vois? Et à travers ce processus-là, ben, inévitablement, il y a un accompagnement. Puis moi, le mot accompagnement, c'est le mot que moi, je trouve bien, bien important dans la pleine conscience intuitive et dans toute démarche, en fin de compte, de vie, puis sans doute dans la psychanalyse aussi. L'accompagnement, c'est bien beau, quelque part, de faire de la lecture intuitive, par exemple, à des programmations, des soins, mais il n'y a pas de miracle là-dedans. Là. Ça peut arriver. Hein. Il y a des miracles, oui, ça va arriver. Mais dans le processus de long terme, il y aura donc des moments où ça va être un peu plus rough, un peu plus dur, un peu plus brusque, un peu plus difficile, parce que simplement, il y a des nœuds émotionnels que tu vas rencontrer tout au long de ta vie. Tu sais, comme moi, par exemple, moi, je suis né sur Terre avec un sentiment profond de me demander qu'est-ce que je faisais là. C'était très jeune, j'avais vraiment une réflexion vraiment existentielle forte à ce niveau-là, qui est restée quand même pendant très longtemps. Puis, j'avais ensuite, bon, là, quand j'ai commencé dans ce milieu-là, je dirais, j'avais une prétention. Les prétentions, c'était de changer le monde. C'était aussi simple que ça. Changer le monde dans le sens que j'avais la volonté que la démarche intuitive que je voulais mettre au monde, ben, elle est un peu comme une forme, c'était le regard que j'avais, c'était un peu comme une forme de science, une science intuitive. Moi, je croyais à l'objectivité intuitive, c'est d'être capable d'arriver à démontrer que l'intuition a une forme de vérité à partir du moment qu'on arrive à la distinguer adéquatement. C'était ça le défi que j'avais. Puis c'est sûr que je suis arrivé comme un extraterrestre dans un univers humain dans lequel les gens n'avaient peut-être pas d'intérêt, en tous les cas, à entendre ce que j'avais à dire ou la façon que j'avais à le dire. Moi, je suis quelqu'un, quelque part, qui aime aussi, qui est un original, qui aime ça, quelque part, provoquer, tout ça. Donc, c'est certain que tout ça fait partie de l'humanité que j'ai. Ce n'est pas la dimension évolutive dont je te parle, c'est vraiment la dimension limitative de l'être humain, quelque part, que j'étais et que je suis, et qui avait une volonté, justement, de faire valoir une forme de reconnaissance. Hein. C'était une recherche de reconnaissance qui se faisait à travers ça, une reconnaissance qui était vraiment de faire valoir, justement, que il y avait un rôle que j'avais à jouer là-dedans. C'est un rôle qui était, que je pourrais dire, important à mes yeux, à moi. Et ce rôle-là, quelque part, j'avais envie que l'extérieur le reconnaisse, lui donne une certaine valeur. Donc, j'étais animé par ça quand même, pendant une bonne partie de ma vie, par cette volonté que j'avais de vouloir faire avancer à ce niveau-là. Donc, c'est certain que tout ça, quand on pense à ça, mais évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai écrit, il y a des choses que j'ai faites qui ont été des efforts, qui ont été des énergies dépensées, avec une volonté que, un niveau conscient ou inconscient, que l'humanité, je vais l'appeler comme ça, l'humanité reconnaisse ce qui a été fait. Alors, ça pour te dire que, tu vois, ça, c'est une dynamique que je viens de te décrire, qui pour moi est reliée à l'infantilisation de l'être humain que je suis et qui est reliée effectivement à une volonté que j'avais de me faire reconnaître, alors que finalement, dans une position d'alignement, tu ne te poses pas cette question-là. Tu fais le travail que tu as à faire. Bon, j'en ai fait quand même une partie, mais c'est certain que quand tu attends une reconnaissance humaine, ben, à quelque part, tu risques, il y a un potentiel, c'est possible que tu sois déçu, parce qu'évidemment, puis on est tous comme ça, en tant qu'humains, quand on ramène ça à une dimension humaine, l'humanité de l'être humain que nous sommes a une volonté de s'insérer dans la société, avoir certaines valeurs, d'être reconnu dans la société. Moi, j'étais l'extraterrestre qui voulait être reconnu par une société qui ne reconnaissait pas nécessairement les extraterrestres. Donc, c'est sûr qu'il y avait quelque part une part de blessure potentielle qui était là-dedans. Et à travers le cheminement de vie, je te dirais que toute cette démarche-là, c'était un beau défi, mais c'était un beau défi dans lequel j'avais une intuition qui me disait, ben oui, je vais y arriver. J'avais des convictions, tu vois. Donc, une désillusion là-dedans.
tu vois, je suis très honnête en te le disant comme ça, mais une désillusion, tu sais, quand moi j'étais en couple avec une personne pendant 20 ans de temps, il y a une désillusion quand on arrive à constater qu'une relation n'est pas parvenue, on n'est pas parvenu à atteindre ce qu'on souhaitait d'une relation. Bon, on se dit, mais est-ce qu'on a un échec, etc. C'est sûr que ça a été une grande remise en question parce que j'avais pas vu venir le truc. J'avais pas vu venir, mais en même temps, je le voyais venir, mais j'avais pas ouvert les yeux. J'avais pas ouvert les yeux. Je me rappelle, j'avais fait une lecture intuitive à cette personne-là, un an, non, pas un an, mais quelques mois avant que la séparation ait lieu, et je lui disais carrément que la relation, je lui disais que ça n'allait pas, mais je ne l'ai pas entendu. Je lui parlais à elle, donc j'étais un peu comme un conseiller pour elle, donc je lui conseillais, mais je n'écoutais pas, quelque part, je n'entendais pas ce que j'étais en train de lui dire, qui indiquait quelque part qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la relation et que dans lequel j'étais parti, tu vois. Alors, tout ça, finalement, pour te dire que la démarche intuitive a des grandes compétences et des grandes qualités pour avancer, faire avancer, pour développer une maturité, développer une compréhension des choses et tout ça. Maintenant, on est tous d'humains, puis je reviens avec ta psychanalyse dont tu parlais tantôt. Je pense que quel que soit le chemin ou la voie qu'on parcourt, la maturité, c'est quelque chose qui se fait à travers la maturité. La maturité se fait à travers justement les expériences de la vie, puis à travers des incarnations de ces blessures-là qui sont en soi, qui font qu'on arrive justement à se dégager, à se détacher, à retrouver une forme d'alignement. Puis c'est ça, quelque part, qui est le chemin de tout être humain. Donc, je pense que c'est certain que moi, je suis convaincu que la démarche comme la pleine conscience intuitive permet de faire du ménage. Et le ménage, bien évidemment, quand il se passe une crise, bien, la crise est beaucoup moins forte parce que justement, le ménage, tu l'avais déjà fait une bonne partie. Donc, tu es capable d'en prendre, comme on dit. Tu es capable de faire face à la vie plus facilement que d'autres personnes qui n'ont peut-être pas fait le ménage. Parce que quand on n'a pas fait le ménage, puis tout nous tombe sur la tête, bien, quelque part, on est pris avec un désordre complet, total. Quand on a fait du ménage, bien, on est capable de gérer plus facilement les crises à ce moment-là. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Robert. Ben oui, tout à fait. C'est ça. Donc, je pense que puis quand on vient avec la notion de maîtrise, comme les maîtres spirituels et ces choses comme ça, c'est que moi, je crois finalement que il y a deux types de maîtres spirituels. Il y a ceux qui prétendent l'être. Prétendent l'être, c'est qu'ils ont une image, qui vont faire valoir quelque part qu'ils sont un maître spirituel, puis ils vont se positionner comme tel, puis la société ou l'être humain vont le reconnaître. Donc, ça, c'est pour moi une forme de société, une forme de position sociétale dans laquelle quelqu'un se prétend être un maître. Celui qui est un maître n'est pas celui qu'on voit nécessairement comme étant un maître, parce que ce n'est pas quelqu'un qui va se positionner comme tel. Il n'a pas besoin de se positionner comme tel parce qu'il est déjà quelque part dans une forme de position outsider. C'est quelqu'un qui s'est comme retiré d'une certaine façon de la société, qui n'a pas de valorisation à aller chercher là, mais il y a peut-être une mission de vie qui pourrait l'amener effectivement à vouloir avoir une contribution, une collaboration avec d'autres êtres humains. Et ces gens-là, quelque part, bien, inévitablement, parce qu'ils sont dans une position d'alignement, bien, quelque part, les gens vont les rechercher, vont avoir envie d'être avec eux, parce que justement, ils vont sentir quelque part quelque chose de spécial, puis ils vont sentir que ce sont des gens qui ont une ouverture énormément vaste par rapport à l'univers, puis ces gens-là vont se sentir happés, intéressés à ces personnes-là en général, tu vois. Mais bon, je pense qu'on est tous sur un chemin, puis même ces gens-là, quelque part, qui ont des niveaux d'évolution très élevés, je pense qu'ils ont des dimensions humaines aussi très élevées également, malheureusement. On a tendance des fois à vouloir valoriser les gens, puis se dire non, c'est d'être parfait, etc. Mais je pense que sur Terre, on est là pour quelque chose. Hein. Puis je pense que tous les êtres humains, même les gens qui ont été valorisés, reconnus comme étant des êtres ayant une grande conscience, ont quand même des dimensions humaines qui existent malheureusement en eux et qui font qu'ils sont confrontés aussi à la déception qu'ils peuvent provoquer parce qu'ils ne sont peut-être pas à la hauteur de tout le temps, du moins, de ce qu'on voudrait qu'ils soient, tu vois. Mm-hmm. Bien, ça me fait penser que le nirvana, c'est un peu un piège aussi. Hein? La façon que je le vois en ce moment, c'est des fois, ben, on se déracine, on oublie la condition humaine dans laquelle on est. Et ce que j'aime de ton approche et de d'autres approches, c'est qu'on se réalise aussi au niveau professionnel, au niveau affectif, amoureux, amitié. On se réalise au niveau spirituel, la recherche de soi, mais c'est tous des plans qui existent en même temps puis qui sont intéressants, tu sais, qu'on les accepte, qu'on a un travail à faire sur Terre, avec la matière. Et parce qu'on pourrait s'imaginer qu'on fait un travail comme le tien, qu'à un moment donné,
on veut le bien-être, on veut le nirvana, puis finalement, le nirvana, c'est se détacher de toutes nos ambitions. Puis nos ambitions sont très saines, là, ça fait partie de notre développement, puis pourquoi qu'on est sur Terre. Là. Tout à fait. Puis les gens qui ont atteint un niveau de, comment dire, un niveau d'éveil spirituel, à quelque part, en général, si on est conscient qu'ils ont atteint ce niveau d'éveil spirituel, c'est qu'ils avaient un projet de vie. Ils avaient donc de l'ambition. Tu vois, par exemple, au show, par exemple, pour en nommer un, avait une ambition. Il avait une certaine ambition. Il a fait quelque chose. Tu vois. Je pense que chacun des êtres humains que nous sommes avons comme une ambition. Et je pense que si on perd pied, on devient trop spirituel. Dans les démarches spirituelles, on retrouve ça fréquemment, cette forme d'illusion ou de croire qu'on doit renouer contact avec la spiritualité. Puis si on renoue contact avec la spiritualité, ben, on n'a plus besoin d'exister sur Terre. Puis moi, je pense que si on est sur Terre, c'est pour quelque chose. Donc, on doit honorer la vie sur Terre en accord avec qui on est, puis en étant en accord avec les valeurs que l'on a, en étant en accord avec la justesse de qui on est, puis de tenter d'être le plus juste possible aussi avec notre entourage pour amener justement une vie qui soit accordée avec qui on est. Puis aujourd'hui, les neurosciences ont beaucoup mis en évidence l'instant présent, la pleine conscience, entre autres, hein, qui est une approche développée par un médecin américain. Mais la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche qui a été développée par les traditions indiennes et spirituelles qui mettent en évidence que vivre dans l'instant présent, ça se faisait à travers des respirations et ça se faisait à travers des méditations. Et le yoga était là pour justement, le yoga corporel, c'était uniquement pour dénouer les tensions dans le corps, pour être capable de méditer. Et la respiration était là pour permettre justement de favoriser cet état de méditation-là. Donc, la pleine conscience a mis en évidence un petit peu ça, cette notion de vivre dans l'instant présent. Vivre dans l'instant présent, ce n'est pas être dans le monde, dans le nirvana. Vivre dans l'instant présent, c'est être ouvert. Être ouvert, ça veut dire quoi? C'est de regarder la réalité dans un état d'ouverture. Et l'état d'ouverture fait quoi? Fait que j'ai de l'ouverture envers moi-même, j'ai de l'ouverture envers les autres, je suis adaptable, je suis heureux, je suis intuitif, je suis connecté avec ce qui se passe autour de moi, et ça me rend vivant. Et ce sentiment d'être vivant fait que je ne suis pas en train de m'imposer aux autres, je ne suis pas en train de me faire imposer aux autres quelque chose, les autres ne m'imposent pas quelque chose, je suis capable d'être en interaction. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle aujourd'hui. C'est tout ça, les neurosciences ont amené à quelque part cette rationalisation, je dirais, de plein de courants spirituels qui n'étaient pas compris parce que justement, on avait l'impression qu'il fallait atteindre ce que tu décris, le nirvana. Beaucoup de gens avaient cette impression-là, du moins dans les démarches spirituelles. Et aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas, c'est pas le nirvana qu'on doit atteindre. C'est justement d'être capable de vivre dans l'instant présent, dans une position d'alignement et dans une position dans laquelle on est ouvert. Et dans cet état d'ouverture-là, on vit les expériences de la vie dans un état d'ouverture. Puis parce qu'on est ouvert, on est capable d'être intuitif face à ce qui se passe, pour être capable de réagir adéquatement par rapport aux événements pour ne pas justement éclater ou réagir inutilement, tu vois. Et je pense que c'est là, quelque part, que la clé se retrouve. Hein. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vivre dans l'instant présent, mais je pense que la démarche spirituelle, la plus belle, la plus vraie, hein, c'est sans doute celle-là, parce qu'on est connecté avec la réalité, on est vivant, on n'est pas en train de fuir quelque chose, on est en train de vivre et on est en train de vivre intensément en étant ouvert à la vie. Et ça, je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut se donner comme expérience, tu vois. Mm-hmm. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant qu'on termine. Robert, avais-tu d'autres commentaires ou d'autres questions avant qu'on termine? Non, pas vraiment. Non. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes. Tantôt, il y en avait. On n'est pas beaucoup, donc voilà. Écoute, bon, pour ceux qui ont manqué le webinaire, bien évidemment, vous allez le savoir en replay. Je suis désolé pour le petit problème technique qui a eu lieu, mais la prochaine fois, on va essayer de faire en sorte que ça soit mieux pour tout le monde. Et puis, donc, voilà. Donc, bientôt, on va avoir une nouvelle conférence qui va être mise en ligne que je vais vous proposer. Je vais vous envoyer un petit mail pour présenter la prochaine conférence sur un nouveau sujet. Et puis, donc, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié. Et s'il y a des commentaires, des questionnements sur le contenu de ce webinaire ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me le faire part. Puis moi, je tâcherai d'y répondre lors d'un autre webinaire ou lors d'un autre événement vidéo comme celui-là que je fais 2 à 3 fois par mois habituellement. Donc, voilà. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci, Robert, de ta participation. C'était très intéressant. Et je vous dis à très bientôt pour tout le monde. Au revoir.